Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, je suis très excitée d'aborder les préparations commerciales pour nourrissons, aussi appelées les PCN, et on va garder cette appellation-là tout au long de l'épisode. Donc, on va parler des PCN avec deux nutritionnistes. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Moi, je m'appelle Josiane. Enchantée, Émilie. Enchantée. Je suis nutritionniste depuis 2020. J'ai fait ma maîtrise ici à Sainte-Justine. Je travaille en pédiatrie. J'ai toujours été le nutritionniste en pédiatrie. Bonjour tout le monde, moi c'est Joëlle Lompré, je suis nutritionniste depuis 2018 et comme Josiane, j'ai toujours été à Sainte-Justine depuis. Parfait. Merci beaucoup à vous deux de prendre le temps avec moi aujourd'hui là, d'aborder ce sujet-là qui est très important. Je trouve on en voit beaucoup dans les pharmacies communautaires, un gros mur, puis là, c'est difficile de se retrouver. Donc, j'espère qu'au moins avec vous, là, avec notre épisode d'aujourd'hui, ça va donner des bonnes bases là, pour les professionnels de la santé. Puis même les parents aussi là, qui Absolument. se retrouvent dans les étalages. Juste avant de commencer, je vais juste rappeler qu'on est affilié à personne, mais on va nommer les noms commerciaux des produits parce que ces produits-là, on les connaît vraiment mieux sous leurs noms commerciaux que le long nom qui les définit là, en sous-classe. Donc, juste vraiment pour que ce soit plus facile à comprendre, on va nommer les noms commerciaux, mais sans être affilié, on va tous les nommer. Pour partir le bal, Josiane, est-ce que tu veux nous parler des indications justement des PCN? Tu sais, dans le fond, on va d'entrée de jeu là, réitérer que l'allaitement reste toujours là, la recommandation numéro 1 pour les bébés. Là où les PCN vont vraiment être des alternatives intéressantes, ça va être dans les cas d'APLV, donc c'est des allergies à la protéine de lait de vache, qu'on va le nommer aussi tout au long du podcast sous l'appellation d'APLV. Ou si jamais l'allaitement est impossible, donc pour une raison ou une autre, là, que ce soit une condition médicale, un choix personnel, peu importe, c'est là où est-ce qu'on va se tourner vers les PCN. Ensuite de ça, combien de temps on doit après ça utiliser ça? La Société canadienne de pédiatrie, Diététique du Canada et Santé Canada là, vont recommander de donner des préparations commerciales pour nourrissons enrichis en fer aux bébés qui ne sont pas nourris au lait maternel là, jusqu'à l'âge de 9 à 12 mois. Donc, on voulait vraiment mettre l'emphase sur le fait que l'allaitement reste vraiment le premier choix. Parfait. Merci de le mentionner. C'est très important, effectivement. Ouais. Puis là, tu as mentionné APLV, mais des fois, en fait, souvent dans ma pratique ici, j'entends IPLV, donc ce serait le terme intolérance aux protéines de lait de vache, pour désigner ce que je comprends être une APLV. Ce sont des termes, je pense, qui sont un peu confondus ou interchangés. Est-ce que tu peux me rappeler justement un peu la distinction entre les deux, puis qu'est-ce qu'il faudrait théoriquement utiliser comme sémantique? Tu sais, la bonne sémantique à utiliser, c'est vraiment APLV. OK. Tout ce que nous, médicalement, là, qui va être classé comme IPLV, on va voir ça dans les dossiers médicaux, dans les diagnostics, ça réfère toujours aux APLV. OK. Donc, c'est la sémantique qu'on devrait utiliser. Par contre, tu sais, souvent, on va aussi entendre intolérance au lactose, qui peut aussi être comme mélangé. C'est vraiment mélangeant. Qu'on voulait, tu sais, rétablir tout de suite là, que les intolérances au lactose, en fait, sont excessivement rares chez les nourrissons. Ça peut créer là, justement de la confusion pour les parents qui connaissent plus ces termes-là puis qui sont comme mon bébé est intolérant au lactose. C'est quoi une intolérance au lactose? C'est quand on va avoir une carence enzymatique là, en lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Ça va être une médiation qu'on va dire non immunitaire, puis ça va généralement apparaître à la fin de l'enfance ou à l'âge adulte. Et c'est là où est-ce que si vraiment on a une intolérance au lactose, qu'on va réduire la consommation de lait de vache ou ajouter là, des agents hydrolysants. Ceci dit, les bébés naissent avec un certain niveau là, de lactase, à moins d'une maladie génétique ou quelque chose comme ça, mais c'est très, très, très rare. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est excessivement
relativement rare chez les nourrissons qui a vraiment une intolérance au lactose. Parfait. Après, pour aller plus spécifiquement aux APLV, je vais laisser... Oui, ben l'APLV, le nom le dit, c'est vraiment une allergie, donc c'est une réaction qui est immunitaire. Dans la grande famille des allergies, il y a quand même plusieurs types, là. Je pense que tu l'as abordé dans un autre de Oui, tes... l'épisode 11 Ouais. avec Philippe Bégin, là, c'est cet allergologue-là qui a parlé effectivement Ouais. des réactions IgE médiées. Donc, vous allez avoir plus de détails dans l'épisode avec Dr Bégin. Il y a différents types d'allergies. Ici, on ne parle pas de l'allergie qui est induite avec les IgE. C'est vraiment plus rare là, chez les enfants avec une allergie à la protéine de lait. Puis ça, c'est les allergies plus type anaphylaxie. Donc, c'est vraiment moins ça qu'on voit. Ce qu'on voit plus, c'est une réaction tardive, mais qui est quand même allergique, mais qui est non induite par les IgE. Puis c'est plus des réactions au niveau digestif. Donc, au nom plus long, on peut dire que ça va être une proctocolite allergique ou une entéropathie induite par les protéines alimentaires. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit? C'est souvent des saignements rectaux, il peut y avoir du mucus dans les selles, des inconforts digestifs, aussi des diarrhées, parfois du reflux. Donc, la présentation est quand même large. Et c'est souvent ça qu'on va voir chez les bébés qui ont un APLV. Et puis j'imagine qu'on va avoir de la misère à prendre du poids au fil du temps. Oui, Ça va nous aiguiller là, un peu tous ces signes cliniques-là. exactement. C'est vraiment un portrait global qu'il faut évaluer. Des fois, il y a des réactions plus mixtes, mais ça, c'est un petit peu plus complexe, là, puis on n'a pas besoin d'aborder ça OK. aujourd'hui. Puis j'imagine que c'est un spectre, encore une fois, c'est pas tout le temps avec tout cette présentation-là. Des fois, ça peut être juste un léger symptôme, Exact, exact. en bas bruit. C'est OK. toujours plus facile de reconnaître quand on a des réactions qui sont plus graves ou plus Mhm. évidentes, comme le sang dans les selles ou des diarrhées vraiment importantes chez le bébé. Mais en effet, c'est très variable. OK. Le niveau de gravité peut être variable aussi. Puis des fois, c'est OK. c'est aussi simple qu'un retard de poids, Parfait. tout Bon. simple. Fait que ça touche quand même plusieurs systèmes organiques, si je comprends. Ouais. Parfait. Donc, si je résume, les APLV que vous voyez surtout, là, vous, comme nutritionniste en pédiatrie, c'est vraiment des APLV à médiation immunitaire tardive, qui sont non induites par les immunoglobulines de type E, là, qui sont vraiment dans les cascades immunitaires là, de réactions allergiques. Et puis, on utilise souvent le terme IPLV, mais dans le fond, on veut parler d'APLV. Exact. OK, parfait. Puis les intolérances au lactose, c'est des symptômes plus bénins, puis c'est rare chez les bébés, c'est vraiment plus à la fin de l'enfance ou à l'âge adulte. Mais on sait que c'est une entité qui existe, mais qu'il faut distinguer là, les appels. Exact. Ouais. OK, parfait. Maintenant, je rapporte notre attention sur les PCN. Est-ce que vous voulez un peu m'aider à toutes les différencier? Oui. Est-ce qu'il y en a une meilleure qu'une autre, par exemple? Mais ça, c'est une très bonne question à laquelle la réponse est assez simple. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Donc, les préparations commerciales pour nourrissons vendues au Canada sont, pour la très, très, très grande majorité, approuvées par Santé Canada et respectent une longue liste de critères de composition, de sécurité et d'étiquetage et qui répondent aux besoins des enfants. Fait que Donc, ça, c'est autant les marques commerciales connues que toutes les marques génériques là, de toutes les exact. compagnies qui existent sur la Terre. Oui, S'ils sont commercialisés au Canada, ils ont passé par ce processus-là. OK. exactement. Et c'est ça. Donc, n'importe laquelle qu'on prend va répondre aux besoins de notre bébé. Donc, Bon. il n'y a pas de mauvais C'est choix. rassurant. Exact. Je ferais juste peut-être une aparté de faire attention à tout ce qui est vendu dans les magasins de produits de santé naturels, où est-ce que là, la réglementation n'est pas la même. Fait qu'à ce moment-là, c'est différent. Là. OK. Oui, il peut y Ouais. avoir des Ouais. exceptions. OK, parfait. Ça se trouve sous 3 formes. Donc, il est prêt à boire. Le nom le dit, c'est directement prêt. On l'ouvre, on le chauffe et c'est déjà prêt. Il y a ceux en liquide concentré qu'il faut rediluer avec de l'eau et il y a ceux en poudre. Et la plus grande variété de produits, on va vraiment les trouver dans les PCN en poudre. Il y a quand même une bonne différence de prix. Donc, le prêt à boire, comme il est plus pratico-pratique, mais il est quand même plus cher. On parle de des fois 2 fois plus cher OK. que les autres versions en liquide concentré ou en poudre. Donc, ça peut... c'est ça, c'est quand même important de le mentionner. Définitivement. Sinon, pas mal toutes les préparations commerciales ont une densité calorique qui est la même, qui est équivalente à celle du lait maternel, là, plus ou moins. Et pour préparer la recette, c'est vraiment important de se fier à la recette qui est écrite sur la boîte ou l'emballage de notre produit parce que ça peut varier d'une préparation à l'autre et utiliser la mesurette, la petite cuillère qu'on trouve dans la boîte, spécifique à la boîte et pas prendre une autre cuillère parce que ça pourrait changer là, la densité calorique finale.
Puis sinon, pour ce qui est de la composition, il y a vraiment plusieurs types de PCN. Fait que je te lance la balle. Oui, dans le fond, on va retrouver, tu sais, je vous dirais 3 grandes catégories, là. Fait que la première catégorie qui va être toutes les PCN qu'on va dire régulières. Donc, ils vont être à base de lait de vache, tu sais, avec du lactose, généralement aussi. Puis c'est sûr qu'on va retrouver là, en vente libre dans les pharmacies, les magasins grande surface, etc. Les différences sont quand même minimes, là, entre les marques, comme on disait plus tôt. Fait que dès qu'on est dans quelque chose qui est commercialisé en pharmacie, dans des magasins grande surface, généralement, peu importe, même si c'est les marques maison ou les grandes marques, ça s'équivaut. OK, parfait. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'on va voir on peut voir parfois dans une même marque, il peut y avoir des allégations sur les différentes boîtes de PCN, les boîtes de poudre, même les liquides concentrés. Donc là, on peut voir certaines différences en lien avec ça. Puis sinon, l'autre différence, c'est au niveau composition, ça va être dans les protéines. Donc, il y en a certaines qui vont avoir plus de lactosérum, qui est un type là, de protéines qu'on retrouve dans le lait de vache qui vont se digérer, là, en fait, plus rapidement. Mais de façon générale, ça va être un ratio lactosérum-caséine. C'est ce ratio-là qui peut... OK. Et dans le fond, si je comprends bien, c'est le lactosérum qui se digère mieux. Je ferais un petit astérix, ça digère mieux, ça se digère plus rapidement, Plus mais rapidement, c'est pas ok. nécessairement mieux. Puis pour la très grande majorité des bébés, ça fait pas de différence Ok. de tolérance, mais C'est bon. ça passe plus vite. Puis le lait maternel, c'est quoi son ratio environ de lactosérum, caséine? C'est à peu près 70% lactosérum, 30% caséine, mais je fais aussi attention à ces comparaisons-là parce que c'est des protéines humaines et pas des protéines de lait de vache. Donc la tolérance, elle se traduit pas aussi facilement que ça. Parfait. Ben, merci de le souligner. Puis après ça, on va avoir aussi dans la grande famille des PCN régulières, ben, toutes celles qui sont sans lactose ou à teneur réduite en lactose, qui sont beaucoup commercialisées là, pour, bon, ça va aider la digestion, tout ça. Comme on voyait plus tôt, l'intolérance au lactose est très, très rare là, chez les nourrissons. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus une commercialisation plutôt que vraiment une PCN qu'on a vraiment une indication à aller vers ça. Bon, famille régulière, après ça, on va avoir la famille là, des PCN à base de soya. Où est-ce que là, elles sont en vente libre aussi. Ça peut être utilisé parfois là, en première ligne quand on suspecte une allergie à la protéine de lait de vache. On peut se tourner vers ces produits-là ou parfois aussi pour des raisons personnelles, là, des familles qui sont végétaliennes, qui ne veulent pas là, aller vers le lait de vache. Puis, on va avoir celles qui sont thérapeutiques, donc qui sont sous prescription. Et là, on va trouver toutes les PCN hypoallergènes qui vont être fortement hydrolysées ou 100% là, à base d'acides aminés. Les PCN aussi pour prématurés. Donc, ça va aller là, dans cette catégorie-là. Puis, je voulais aussi faire du pouce sur qu'est-ce qu'on parlait. On a parlé d'APLV, des symptômes, tout ça. Puis, souvent, c'est un diagnostic qui est quand même facile à poser. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais... Fait qu'il faut faire attention dès qu'un bébé est un petit peu inconfortable, de dire « Ah, ben c'est une allergie à la protéine de lait de vache, il faut le changer de préparation commerciale. » Tu sais, surtout, des fois, on a des bébés qui sont allaités, qui reçoivent du lait maternel, puis c'est pas tout le temps nécessairement ça. Je pense, tu sais, les prématurés, parfois, qui peuvent avoir des inconforts qui peuvent être des fois, ils ont le droit. Là, exact. Un bébé a le droit de régurgiter, il a le droit d'être inconfortable. Les bébés régurgitent. Ben oui, fait que, tu sais, il faut faire attention d'être vraiment certain qu'on a essayé aussi peut-être autre chose avant ou d'autres stratégies là, pour être sûr que c'est ça, parce que ça crée après ça des ruptures de stock dans ces PCN-là. Puis là, vous retrouvez comme pharmacien avec des familles que eux, s'ils en ont vraiment besoin, c'est vraiment ça. Son bébé a vraiment une APLV. Puis on n'en a plus parce que... Merci de le souligner, Josiane, de ne pas tomber trop dans l'hypervigilance, la surmédicalisation et tout. Moi, je trouve ça important que tu mentionnes. Merci. Tout à fait. Puis ces PCN-là, est-ce que ça goûte quoi environ? Vous savez, avez-vous déjà goûté? J'ai déjà goûté. Oui? C'est sûr que j'ai pas les papilles gustatives d'un bébé, mais je peux dire que c'est vraiment pas très attrayant ni intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on mentionne aux parents aussi là, quand ils vont vers des formules hypoallergènes qui sont hydrolysées, puis je vais y revenir juste après. Mais souvent, les parents ont l'impression qu'elles sont passées date, qu'elles sont plus bonnes parce que ça sent vraiment mauvais. C'est normal. C'est vraiment le goût de la protéine qu'on a découpée. Puis si je peux continuer dans cette lancée-là, une protéine, je le compare un peu à un collier de perles avec plein de perles. Puis c'est nos enzymes digestives qui vont les découper pour en faire des petites perles individuelles qu'on est capable d'absorber comme ça.
quand on est allergique, on reconnaît un segment de perles d'une longueur variable. Mais pour la rendre hypoallergène, ben, on vient la pré-découper d'avance. Donc, on fait des petits segments de 3 à 5 perles ou quand on est sous acide aminé complètement, c'est des C'est des perles perles, ouais. libres. Exactement. Donc, on vient faire le travail un peu que bébé ferait. Ça l'empêche de réagir à un segment spécifique. Ça change beaucoup le goût parce que c'est des protéines, des tout petites protéines. On n'est pas habitué de manger ça. Donc, nous, on mange souvent là, des longues chaînes de perles. Et c'est ça qui fait que ça goûte différent, mais c'est vraiment ça qui fait que c'est le traitement OK. pour un enfant allergique. Y avez-vous des trucs pour cacher le goût si jamais un parent il est désespéré puis En fait, si l'enfant est relativement jeune, Mhm. je dirais en bas de 2, 3 mois, la transition se fait quand même bien le plus souvent. Donc, c'est sûr que c'est de continuer, Mm. de continuer à essayer. Au début, ça va être difficile, puis éventuellement, l'enfant va s'adapter. Quand ce sont des enfants qui sont plus âgés, c'est là que ça devient un peu plus dur aussi. Donc, ouais, je sais pas si tu as des trucs. Moi, j'ai pas grand-chose qui me vient, là. C'est souvent un casse-tête lorsqu'on est présenté à ces situations-là. C'est très individualisé, fait que je OK. trouverais ça difficile. Tu sais, on a des trucs en tête, mais comme je trouverais ça difficile de les lancer, parce que souvent, on va beaucoup y aller cas par cas. OK. Puis, tu sais, généralement aussi, parfois, quand on parle de transition vers une PCN hydrolysée, tu sais, c'est pas nécessairement pour toujours. Des fois, ça peut être transitoire, des fois, ça va perdurer aussi. Puis c'est sûr que quand on a des bébés qui sont plus vieux, que là, vraiment, si on détecte des allergies, c'est plus complexe, là, OK. comme Jaël disait, fait que c'est du cas par cas. OK, c'est bon. Je Vraiment, retiens ça. vraiment. Mais moi, je dis toujours tu sais, aux familles que je rencontre, tu sais, nous, on trouve que c'est absolument, tu sais, ça pue, ça a pas l'air de goûter bon, mais tu sais, ton bébé, il a jamais mangé de fraises, là. Exactement. Il sait pas, il y a pas de référence au niveau Ouais. gustatif, fait que pour lui, c'est fait que ça goûte, puis c'est ça. Exact. Ouais. Puis je dirais quand même de faire attention à tout ce qu'on peut faire. On peut ajouter du sucre, de la vanille, c'est des choses qu'on entend. Bon, premièrement, la vanille, souvent, c'est fait à base d'alcool, donc on n'a pas envie d'en donner au bébé. Puis, il faut faire attention, ça camoufle pas nécessairement 100% le goût. J'ai pas non plus envie de donner une PCN qui est sucrée pendant tout les premiers mois de vie de l'enfant. Puis si jamais bébé a de la misère à boire, ben on veut aussi être sûr que la cause qu'il n'y a pas une autre cause qu'on C'est ça. masquerait en lui donnant quelque chose de plus sucré. On veut comme pas créer une accoutumance à ça non Exact. plus. Exactement. OK. Puis on veut pas le forcer non plus à boire, tu sais, fait que c'est vraiment... Oui, c'est une situation touchée, Ouais. puis quand les parents sont dans cette situation-là, je le Ils sont rendus avec des nutritionnistes. On espère. Oui, on Ouais. l'espère vraiment. Ouais, parfait. Ouais. Je reviens, tantôt tu as mentionné les allégations thérapeutiques, Josiane, des PCN. Des fois, on voit avec des oméga-3, des probiotiques, des oligosaccharides. Qu'est-ce que les professionnels de la santé puis les parents, en fait, devraient savoir à ce sujet-là, de toutes ces belles marques-là? De façon très, très simple, je dirais que c'est surtout du marketing. OK. Puis on se rappelle ce que j'ai dit plus tôt, là, toutes les préparations vendues à Santé Canada sont approuvées par Santé Canada et répondent aux besoins de l'enfant. Donc, c'est des petits ajouts qu'on fait, que les compagnies ont fait des études pour montrer qu'il y avait un petit impact, mais on n'est pas encore certain de l'impact à long terme. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Ça coûte souvent plus cher. Donc, C'est des compagnies qui ont fait leurs propres études. Exact. Tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment surtout du marketing puis des façons de se différencier des autres compagnies. C'est pas faux en soi, mais c'est pas obligatoire, là, OK. certainement Fait que ce pas. que je retiens, c'est que c'est du marketing, puis ça peut être fait pour le confort digestif ou quoi que ce soit, mais au final, ils répondent à tous les standards. Fait que ça répond aux Exact. besoins. Exact. Parfait. Puis nos formules, justement, qui sont marketées pour le confort digestif, chaque marque en a au moins une là, qui disent plus doux pour le bedon, ou etc. là. Puis comme Josiane a mentionné, les inconforts chez un bébé, le fait de régurgiter un peu, d'avoir des coliques, ça fait partie des inconforts normaux. Puis son système digestif n'est pas complètement mature. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup si bébé est globalement confortable, s'il arrive à dormir, s'il grandit bien. Donc, c'est pas nécessaire d'aller vers ces formules-là. C'est pas contre-indiqué ou mauvais non plus d'y aller, mais c'est certainement pas nécessaire. C'est bon. On va aussi trouver, tu sais, beaucoup d'allégations en termes probiotiques, justement, comme tu disais, tu sais, les ARA, ADH, oméga-3, etc., qui vont mettre enrichis en ça. Puis moi, je vais même aller plus loin que de se différencier d'une marque à l'autre. Puis je vais, tu sais, dans une même marque, il peut avoir la version
régulière puis la version plus. Puis là, avec Mhm. tu sais, plein d'allégations dessus, qui va se vendre, tu sais, plus cher. Puis comme Joël le disait, tu sais, c'est pas faux en soi. C'est des allégations, tu sais, oui, c'est vrai que si on a ajouté des probiotiques, ça va aider au développement de la flore intestinale, de ça, mais c'est juste que c'est pas nécessaire. Mhm. Fait que souvent, on pourrait aller avec celle de base, puis Mhm. ça convient Puis absolument, là. j'imagine, tu sais, le marketing a tellement bien marché parce que Ah, comme ben parent, là, oui, tu ben sais, oui. le système sur lequel t'impactes, tu sais, c'est le système digestif, tu sais, il Ouais. fait dodo, il pleure, il mange. Puis là, toi, là, t'as l'impression de faire une intervention de plus en achetant des probiotiques et tout. Ouais. Ça marche. Oui, Ils ont c'est ça. Ouais. réussi. T'as Ouais. vraiment envie de faire le mieux pour ton enfant, Ouais, puis pourquoi pas aller vers la formule qui a tout ouais, en extra, mais c'est parfait. vraiment pas nécessaire, puis Pas ça vous nécessaire. garantit pas que l'enfant Puis va ça être coûte vraiment plus cher. exact. Ouais. Des fois, c'est comme moi, j'avais déjà vu une famille qui m'avait dit justement, ben nous, on était à la pharmacie puis on a acheté la plus chère parce qu'on s'est dit que ça devait être la C'est meilleure. comme Ouais. quand tu t'en vas à la SAQ, je veux ta bouteille de vin la plus chère. Exact. Exactement. C'est pas tout le temps C'est pas tout nécessairement le la temps bon. meilleure. Ouais. Parfait. Euh, Là, justement, dans tous ces beaux produits-là, il y a étape 1, étape 2, étape 3. À quel âge on change entre les étapes? Est-ce qu'on se fie vraiment aux étiquettes? Comment on fait? Ben, en fait, tu sais, l'étape 1 va souvent être étiquetée 0-6 mois, mais elle peut tout à fait convenir. On disait que par les recommandations, là, c'est d'avoir soit du lait maternel ou une PCN jusqu'à 9 à 12 mois. Fait que on peut garder l'étape 1 jusqu'à 9 à 12 mois OK. sans problème. Bon. Après, pourquoi ils font des étapes 2, 3? Ben, de un, c'est sûr qu'il y a une partie fidélisation du client. Fait que c'est certain que ça rentre en ligne de compte, de garder un parent là, qui va continuer à s'approvisionner en PCN, ou même des fois, il y en a qui font le relais si la maman elle a allaité jusqu'à 12 mois, puis ils vont faire le relais sur une PCN jusqu'à 18 mois, parce que Mhm. les étapes 3 se rendent Les étapes 3 se rendent jusqu'à 36 mois. 36 Donc jusqu'à mois. Ah, mon 3 Dieu. ans. Ouais, On garde ouais. le client vraiment longtemps, là. Exact. Alors qu'on pourrait avoir fait la transition sur du lait de vache. À partir de 9 mois, on peut décider là, de faire cette transition-là. Mhm. Donc, si on a 9 mois et plus, ben, en fait, cette préparation-là de transition n'est pas nécessaire. Un peu comme les allégations. Tu sais, Mhm. c'est pas Hmm. proscrit, c'est une option, mais c'est pas nécessaire. On pourrait faire la transition sur du lait de vache à moins qu'on ait un enfant, tu sais, vraiment une grosse sélectivité alimentaire, il mange presque rien, ou tu sais, là où est-ce qu'on peut avoir des avantages, là, vraiment de garder la PCN pour les micronutriments, mais de façon générale, si on a un enfant qui mange bien une bonne variété, on n'a pas d'avantage nutritionnel OK. à conserver la PCN là, aux étapes 2, 3, tu sais, à plus que 9 à 12 mois. Puis, l'autre astérix, mettons, qui est à penser avec ces étapes-là, c'est que souvent, on va avoir une marque qui va être étape 1, une marque qui va être étape 2, puis ils ont la même façade. Là, Mhm. c'est juste la couleur qui change des fois, ou Ouais. tu sais, le petit chiffre en bas. Mhm. Il faut faire attention parce que si on a un bébé de 3 mois, ben, l'étape 2 n'est pas une substitution adéquate pour notre bébé si l'étape 1 est en rupture de stock, par exemple. Fait qu'on va être mieux de changer de marque puis de prendre une autre étape 1 que de dire, ben moi, je vais prendre une étape 2 de la même marque pour mon bébé. Puis c'est vraiment juste parce qu'ils contiennent trop de calcium. OK. Fait que les besoins en calcium après 6 mois, là, on va avoir des formules en fait qui en contiennent plus. Fait que c'est pas adéquat pour les bébés en bas de 6 mois. Mais l'inverse n'est pas faux. Fait que de garder celle C'est étape ça que 1 j'allais dire. n'est OK. pas, C'est n'est bon. pas faux. Wow. Ouais. En quelques mots, comment ça fonctionne le remboursement de ces PCN? Est-ce que est-ce que c'est couvert par la RAMQ? Euh, Ben, il y en a certaines qui vont être couvertes là, mhm. par la RAMQ ou par les assurances privées, tout dépendant. Là. Fait que dès qu'on a des assurances privées, c'est un processus autre. OK. Mais ils vont avoir, là, les pharmaciens vont connaître les fameux codes VA. Mhm. Donc, Et c'est seulement pour nos formules thérapeutiques. ouais, OK. Donc, les enfants allergiques ou les enfants prématurés, par ouais. exemple. Mais tous ceux qui sont régulières, donc pour la Mhm. très grande majorité de la population qui prennent des PCN, ce n'est pas remboursé. OK. Non, c'est en vente libre, puis c'est considéré un peu un choix de la famille, là, dans le sens OK. qu'on ne subventionne pas l'alimentation des bébés qui n'ont pas, OK. Fait que ceux qui ont qui pas de besoins sont particuliers. dans les allées de la pharmacie en vente libre,
celles-ci ne sont pas remboursées, mais si c'est sous prescription, donc en arrière du comptoir, qu'il y a une indication thérapeutique, il y a eu un formulaire patient Exact. d'exception, ou il y a le code en fait, Exact. le code RAMQ pour le remboursement, là, ça va pouvoir être remboursé. À certaines exceptions, on peut OK. trouver des PCN qui sont remboursés, qui vont être disponibles en vente Oui. libre. Mhm. On va penser, tu sais, on en parlera, on va en parler plus tard, mais tu sais, des fois, on va en trouver. Fait que là, ben, c'est, mettons, mais la majorité, non, là, de OK. façon générale, on n'en a pas, mais parfois, oui. Fait que OK. ça se peut que des parents qui ont une PCN qui est remboursée par la RAMQ, ben, ils disent, mon Dieu, elle est là, elle est sur les tablettes. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui n'aurait pas de prescription parce que son enfant n'a pas d'indication médicale à recevoir ça, ben, devrait assumer OK. les frais, là. Parfait, Ouais. c'est bon. Ouais. Au niveau du remboursement, il y a une condition où est-ce qu'on rembourse partiellement les préparations commerciales, c'est les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, qui ont accès à un remboursement partiel, mais c'est seulement les liquides concentrés. OK. Donc ça, c'est quand même important à savoir parce que s'ils prennent une formule en poudre, ce ne sera pas remboursé par l'aide sociale. C'est partiel là, comme remboursement. Donc, c'est vraiment les liquides concentrés lorsqu'on est bénéficiaire de l'aide sociale. Et là, pour les pharmaciens communautaires, tant qu'à être dans la pharmacie fictive, dans les allées, comment vous faites pour gérer une rupture d'approvisionnement prolongée? Oui, il n'y a pas une marche à suivre très simple. Donc, il y a plusieurs petites choses à réfléchir. Si on a un bébé qui prend une PCN en vente libre là, régulière, la première chose à voir, c'est si l'enfant a plus de 6 mois, on peut passer à l'étape 2 du même produit qui souvent va être une transition qui se fait super facilement là, pour bébé. Donc ça, si on a un bébé au-dessus de 6 mois, on switch à l'étape 2 si elle est disponible. Sinon, on peut toujours changer de format de produit. Donc, si on était à une formule prête à l'emploi, ben, on peut certainement aller vers une formule en poudre ou une formule en liquide concentré. Sinon, on va dans la même catégorie de produits, mais vers une autre marque. Donc, par exemple, ben, tous les standards, là, en famille A+, Bon Départ ou Similac de ce monde, on peut faire le changement d'une à l'autre si notre bébé prend une formule régulière, c'est ça, plus standard. Ou si on a une formule à base de soya, ben, il y a d'autres formules à base de soya qui sont disponibles, donc on peut changer de marque. C'est pas un problème en soi là, de changer de marque. Des fois, chez nos plus vieux, il y a peut-être un petit changement de goût, mais la très grande majorité des OK. enfants s'en rendent pas compte. Donc ça, Bon. c'est la première chose à penser. Puis on veut pas, tu sais, on veut juste pas, mettons, quelqu'un qui change de marque à toutes les semaines. Ah oui, oui. Mais, tu sais, changer, on a une rupture, on doit changer, on n'a pas le choix. Ça marche, mais quelqu'un qui reste selon les spéciaux du moment et qui change à chaque semaine, peut-être que là, on va essayer quand même d'avoir une, une certaine stabilité. Mais oui, absolument, ça va être notre première ligne. Après, pour tout ce qui est préparation thérapeutique, donc là, on va nommer des noms de marques, là, mais juste pour essayer d'indiquer là, qu'est-ce qui serait équivalent. Donc, on va retrouver là, le Alimentum qui va être un équivalent au Nutramgène, Nutramgène LGG également. Puis, il y a une nouvelle PCN qui est couverte maintenant qui s'appelle le Modilac Expert Riz qui OK. rentrerait dans cette grande famille-là. En termes de composition, là, ça serait leur équivalent. Faut faire attention, par contre, parce que de façon générale, le bébé s'en rendra pas vraiment compte, comme je l'ai dit, mais il y a certains cas où est-ce que là, oui, ça peut influencer. Donc, il faut faire attention pour ça. Ensuite, ben, le Puramino va être un équivalent là, au Neocate et l'Enfacare va être un équivalent au Néosur. Donc, en termes de composition, l'Enfacare et Néosur qui sont Préma, les PCN Préma, Puramino, Neocate qui sont celles à base d'acide aminé et la longue chaîne là, que j'ai nommée au début, donc Alimentum, Nutramgène, Modilac, qui vont être celles hydrolysées, essentiellement hydrolysées, mais c'est pas acide aminé. Donc, voilà. Mais en termes, c'est plus normalement s'il y a une nutritionniste, plus souvent, c'est ça l'enjeu des pharmaciens, comme je n'ai pas de Oui, c'est nutritionniste dans le ça. dossier. Ou, tu sais, Là, je peut-être pleure voir en arrière de mon Oui. comptoir. Je sais pas. Ou sinon, peut-être voir avec le médecin traitant, mais juste de garder en tête que oui, ça se peut. On en a des bébés qui tolèrent le Neocate puis qui tolèrent pas le Puramino, puis c'est censé être deux équivalents en termes de OK. composition, mais ça se peut. Fait que de façon générale, je dirais qu'il faut prendre la chance à essayer, surtout quand on est dans une rupture de stock, pour voir si on a l'équivalent qui est disponible, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. OK, Fait c'est à bon. garder en tête. Ben, merci beaucoup quand pour même. tous les Ouais. équivalents. Puis je retiens quand même que quand on a l'opportunité de contacter la oui. nutritionniste dans ce contexte-là de rupture, d'approvisionnement prolongé, on y va parce qu'il y a Ouais. plein d'enjeux particuliers à prendre en compte.
Exact. Excellent, Puis si on parfait. a un cas un peu particulier, bébé qui a des besoins particuliers, Mhm. on contacte le professionnel de la santé. Excellent. Puis encore là, tu sais, on parlait que selon la PCN, la recette, tu sais, peut changer. Il faut suivre Mhm. vraiment ce qui est sur la boîte. Mais un bébé qui aurait, par exemple, du lait enrichi, ben, c'est encore plus important parce que là, si on passe, mettons, d'une catégorie à l'autre, peu Mhm. importe si on doit faire un changement, la recette va changer aussi. Fait que là, Parfait. s'assurer que de pas juste dire à la mère, refais la même recette, mais on te donne celle-là, là, ça Ouais, se peut que ce soit pas la même c'est bon, chose. Ouais. parfait, merci. Je vous amène peut-être vers des cas un peu plus pratiques. Ça serait quoi, justement, les PCN à utiliser dans le cas d'un patient qui présente des nouveaux symptômes tu sais, de la PLV? Est-ce que, puis par exemple, il serait tu sais, allaité, puis finalement, bon, par le lait maternel, puis là, finalement, on voit des symptômes. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ces symptômes légers, modérés, Mhm. sévères? Première chose à faire si un bébé est allaité, c'est de voir est-ce que maman veut continuer l'allaitement ou pas. Parce qu'il y a possibilité de continuer l'allaitement même avec un APLV. Puis souvent, ça va demander une diète que maman doit OK. faire sans lactose, qui est quand même sans protéines de lait, pardon, qui est quand même exigeante, mais qui est réaliste, là. OK. Donc, première chose à voir, on essaie de garder le lait maternel autant que possible. Si jamais on passe vers des préparations commerciales pour nourrissons, en cas de symptômes légers, tu sais, si on parle de reflux, de régurgitation, la première chose à faire, c'est vraiment de voir est-ce qu'on considère une APLV ou est-ce qu'on est, encore une fois, un peu trop rapide sur la gâchette du diagnostic. Si c'est vraiment une APLV, on va vers des formules hypoallergènes que je dirais de première ligne qui sont hydrolysées. Donc, fortement hydrolysées, mais pas en acide aminé donc pas nos petites perles. C'est des segments de 3 à 5 perles. Donc, on va essayer ça. Puis souvent, on va voir une résolution des symptômes si c'est OK. vraiment la cause d'APLV. Si les symptômes sont plus sévères, donc vomissements, en ou du sang dans les selles, ou si les symptômes ne se résoudent pas complètement avec nos formules fortement hydrolysées, c'est là qu'on va passer avec des formules 100% acide aminé. Si l'enfant est hospitalisé aussi pour cette condition-là, on va souvent passer à une formule d'acide aminé à 100% OK. en première ligne pour essayer de résoudre les symptômes. Oui, puis rendu là, dans les symptômes sévères, ben, il est vu par plusieurs médecins, des Oui, spécialistes, puis tu sais, ça fait partie, tu sais, la PLV fait partie d'un large diagnostic différentiel. Ils vont chercher plein d'autres choses, plein d'autres causes organiques là, tout à à fait. travers. Fait que le chemin standard, c'est nos formules fortement hydrolysées en première ligne. Et si ça fonctionne pas, et qu'on croit vraiment que c'est un APLV, là, donc que c'est le bon diagnostic, on va vers nos formules à 100% acide aminé. OK. Puis, si, mettons, notre maman décide, là, parce que c'est vrai, tu sais, c'est un bon point, on n'en a pas parlé tantôt, tu sais, on parlait, faire attention, on ne peut pas arrêter l'allaitement pour rien, mais c'est vrai qu'on a, tu sais, quand on suspecte ça, souvent la première chose qu'on va essayer chez une maman tu sais, qui veut maintenir son allaitement,